Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne YouTube consacrée à la grande transition écologique et sociale que nos sociétés ont déjà commencé. Une grande transition pour faire face aux dangers climatiques, à l'érosion de la biodiversité et à la raréfaction des ressources. Et oui, nous sommes déjà des milliers, des centaines de milliers, des millions, partout sur le territoire à « Eh oh, c'est quoi ton truc d'écolo, la grande transition écologique et sociale ?» Eh ben rien que ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qu'est-ce que je peux y faire moi? Eh ben justement, c'est pour répondre à ces questions qu'on crée la chaîne, avec des invités qui réfléchissent et qui agissent et qui construisent déjà le monde de demain. Ici, il n'y a pas de pression éditoriale, chacun a le temps de s'exprimer autant qu'il le souhaite. Voilà, autant qu'il le souhaite. Bon, j'espère qu'on va pas s'emmerder quand même, ça va pas être trop long ton truc. Ouais, mais là, faut savoir ce que tu veux. Résumer tous les enjeux dans un clip de 3 minutes, ça va être un petit peu court. Bon, allez, un épisode de série, c'est 1 heure, tu devrais pouvoir tenir quand même si je reconnais qu'il y aura un petit peu moins d'action. Bon, on va essayer de faire les choses de manière dynamique et intéressante, et on va commencer par une question. Quel est le point commun entre une anguille, un vison et un lecteur DVD? Si vous avez la réponse, ne la mettez pas tout de suite dans les commentaires, laissez les autres réfléchir un petit peu. Allez, c'est parti, et notre invité, Rémi Baud, à la fin de la vidéo, vous donnera des pistes concrètes pour que chacun et chacune, comme citoyen, comme consommateur, puisse s'engager dans cette grande transition, et plus si affinité. Bonjour Rémi, voilà. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous expliquer du coup quelle est la signification de ce terme transition, grande transition? Ça devient un peu un mot valise, on l'entend partout. Qu'est-ce que tu entends par là? Bonjour Aloïs, alors donc je suis Rémi Baud, je suis philosophe spécialisé dans les questions d'éthique et de philosophie environnementale. Et donc je travaille dans ce sous-domaine de la philosophie. Et alors pour répondre immédiatement à ta question, transition, on peut le définir de façon très simple. Dans la théorie des systèmes, c'est passer d'un état A à un état B. Et l'appliquer à nos sociétés, c'est passer d'un état actuel qui est insoutenable sur le plan écologique et social à un état qui le devient. Et donc c'est le grand défi auquel on est confronté actuellement, du fait des bouleversements environnementaux en cours. Et de ce point de vue-là, ajouter le terme de grande transition, c'est pour souligner l'ampleur des transformations à apporter à nos sociétés et des réorientations de trajectoire qu'il faut mettre en œuvre. Alors des grandes transitions, on l'a vu, et cette grande transition dans laquelle on est engagé, elle est inséparable de la question des inégalités sociales quand même, parce que quand on regarde par exemple les gaz à effet de serre, on se rend compte que les pays les plus développés émettent beaucoup plus, et dans les pays les plus développés, les populations les plus favorisées émettent beaucoup plus que les autres quand même. En fait, en réalité, aussi bien du point de vue du diagnostic que des solutions à apporter, on se rend compte qu'il est impossible de séparer ce qui relève de l'écologique et du social. Pour le diagnostic, ce que tu viens de dire, en réalité, on se rend compte que du point de vue des responsabilités historiques, ce sont les pays les plus riches qui ont le plus contribué au réchauffement climatique. Et en plus de ça, ce sont souvent eux qui en souffriront le moins, dans un premier temps, tout du moins. Ensuite, on voit bien que quand on essaye de trouver des solutions pour sortir de cette situation, il faut absolument tenir compte des inégalités sociales, tenir compte des situations extrêmement différenciées. On le voit quand on a voulu mettre en place une taxe carbone, si elle n'est pas socialement juste, eh bien, ça sera impossible de la mettre en œuvre. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de gens en fait qui considèrent à raison que c'est pas à eux de fournir les premiers efforts. En fait, il y a la question de, on voit bien qu'il faut faire un effort, on en entend parler quasiment tous les jours, mais on se dit ok, mais qui doit fournir l'effort? Alors, tout le monde doit fournir un effort, ça c'est certain, mais de façon différenciée, pour la simple et bonne raison que si ce que j'ai dit au niveau des pays est juste, au niveau des classes, au niveau des groupes sociaux, eh bien c'est exactement la même chose. Les classes les plus aisées sont les classes qui émettent le plus de carbone, et donc il est logique que l'effort d'atténuation et d'adaptation porte prioritairement sur les classes les plus aisées. Cela dit, c'est un effort qui doit concerner tout le monde parce que, encore une fois, il y a une transformation d'une ampleur assez inédite à accomplir.
Alors pour rentrer un peu plus précisément dans les choses, en fait, pour rester dans l'accord de Paris, c'est-à-dire un réchauffement qui soit aux alentours de 2 degrés en 2100, en fait, ça supposerait pour chaque Français de passer de 12 tonnes de CO2 émises actuellement à 2 tonnes. Ça paraît quand même vraiment compliqué, voire impossible pour certains. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Ça demande de décarboner très très rapidement l'économie. Ça demande en premier lieu des transformations collectives, donc qui ne relèvent pas de l'action individuelle, sur nos manières de produire, sur les infrastructures concernant les transports, sur l'alimentation, etc. Donc ça, il y a un défi immense, aussi sur le plan énergétique. Il y a une part aussi qui peut être accomplie par les individus, à peu près un quart, hein, il a été mesuré de ce qu'on peut faire dans la transformation des modes de vie individuels. Mais c'est un objectif très difficile à atteindre, c'est quand même bon de l'avoir en tête, de ce que ça représente une vie à 2 tonnes de carbone. Quand on sait qu'un déplacement en avion à New York, on est déjà à peu près, si je ne me trompe pas, à environ 1 tonne. Donc on sait que voilà, ça demande un changement important dans les modes de vie, mais on rejoint la question précédente sur le social, puisqu'on sait aussi que ce sont les classes les plus aisées qui prennent l'avion le plus souvent. Donc là encore, ce sera sans doute une transformation plus importante pour ces classes aisées. Oui, cette transition dont tu parles, avec un certain nombre de chercheurs qui ont écrit ce manuel de la grande transition, en fait, cette transition, elle doit absolument articuler effort individuel et effort collectif. Parfois, on a tendance à les opposer. Ou c'est aux individus de faire, ou c'est à l'État, ou c'est aux entreprises, chacun se renvoie la balle. Mais en fait, si je comprends bien, vu l'ampleur des transformations à faire, c'est à tout le monde d'y aller en même temps. Oui, alors juste un mot sur le manuel que tu évoques. Effectivement, j'ai participé à l'écriture collective d'un manuel de la grande transition et donc qui cherche à, disons, décrire ce que pourrait être un socle de connaissances partagées sur ces questions de transition écologique et sociale, qui est destiné initialement à l'ensemble des étudiants du supérieur, afin que tous les étudiants qui passent par l'enseignement supérieur puissent avoir se forger un esprit critique sur ces questions et donc pouvoir se positionner eux-mêmes. C'est aussi l'objectif du manuel de se former, le sous-titre c'est former pour transformer, comprendre pour agir, et donc former un esprit critique pour entrer ensuite dans l'action. Et de ce point de vue-là, c'est ce que tu dis, il ne faut pas opposer action collective et action individuelle. Alors souvent l'action individuelle, elle est un peu caricaturée sous la forme, la critique de l'écologie des petits gestes. La critique est justifiée dans la mesure où cette écologie des petits gestes, elle a pu apparaître comme une façon de faire peser la responsabilité des bouleversements en cours sur les individus et sur les citoyens. Quand on sait que non, la responsabilité, elle n'est pas individuelle. Par contre, au niveau individuel, et je dirais au niveau local, on peut se réorganiser, on peut changer son mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'on peut résoudre le problème seul, mais on peut faire des différences. Et ce qui est important, c'est de garder en tête que toute action, toute atténuation des bouleversements en cours a du sens. Parce que si le défi est gigantesque pour respecter l'accord de Paris, eh bien il vaut mieux le respecter à 50, enfin, avoir un certain nombre d'actions qui permettent d'atteindre 50% des objectifs que zéro. Et donc l'action de tous compte. Alors l'autre critique qui est faite parfois, on entend dans le débat public, c'est de dire que la France, dans son ensemble, est responsable de 1% des gaz à effet de serre à peu près. Donc on entend souvent ce chiffre et donc un certain nombre de gens disent bah non, voilà, c'est pas à la France qui en fait déjà beaucoup de continuer ces efforts. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce chiffre et de cet ordre de grandeur ? Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. La première, ça rejoint un certain nombre de débats à la fois, disons, qui portés par des militants sur la justice climatique et sur la justice environnementale, et puis des théories, des réflexions sur la justice climatique. Bon, déjà, on peut se dire que si on rapporte à la population, et donc que si on prend les empreintes individuelles, on n'est plus du tout dans la même logique. C'est-à-dire que les Français, comme tous les pays industrialisés le plus tôt historiquement, ont une empreinte écologique importante. Donc cet argument ne tient pas réellement la route si on rapporte à la population.
Ensuite, il faut tenir compte du poids, disons, et du rôle géopolitique de la France, du rôle historique qu'a pu jouer la France et l'Europe de façon générale. Donc il y a bien cette idée d'une forme de dette climatique. Il ne faut pas écarter totalement le poids de l'histoire coloniale de la France, bien sûr, dans ces enjeux qui sont étroitement liés à l'histoire du changement climatique. Donc cet argument de dire aujourd'hui la France ne représente que 1%, c'est aux autres de faire les efforts, à mon avis, il ne tient pas la route très longtemps, quoi. Oui, puis il y a la question aussi des émissions que l'on importe, parce qu'en fait, un certain nombre d'usines qui fabriquent les produits que nous consommons, vêtements, nourriture, ne se situent pas en France. Mais... Tout à fait, et sur des questions sur lesquelles le Haut Conseil sur le climat a attiré notre attention il y a peu, sur effectivement toutes ces émissions cachées, liées au fait que les chaînes de valeur maintenant sont très longues, parfois sont même perdues de vue par les entreprises elles-mêmes, et qu'en fait on a tendance à délocaliser un certain nombre de productions, qui se situe dans certains pays où les règles sociales et les règles écologiques sont moins fortes, sont moins respectées. Et donc c'est une façon de fermer les yeux sur des dégradations de l'environnement et un travail hautement problématique sur le plan social que ces délocalisations. Donc, cet argument des 1%, encore une fois, je pense qu'on peut l'oublier assez rapidement. Alors l'enjeu, c'est aussi ce que tu dis, c'est-à-dire le fait que les responsabilités finalement sont assez diluées et qu'on a un certain nombre de faits qu'on constate, par exemple le fait que la forêt amazonienne est en danger, on la voit brûler quasiment chaque semaine, et en tant que Français on se dit je ne peux rien y faire. Et pourtant, il y a des liens via la consommation des animaux que nous consommons, ces animaux qui consomment du soja, qui est cultivé au Brésil, et la fabrication de ce soja participe à la déforestation. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne discerne pas souvent, si je comprends bien, les liens entre les différentes choses. Tout à fait. Là, ce que tu mets bien en avant, c'est la dimension systémique en fait, de ces choses, cette dimension qu'on a essayé justement d'aborder dans ce manuel de la grande transition, pour montrer comment, alors tout est lié. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais justement, une fois qu'on a dit que tout était lié, il faut essayer d'entrer dans la complexité des problèmes. Le cas de l'Amazonie que tu prends, c'est justement un exemple qui est pris dans le manuel. Et pour souligner le fait que oui, c'est un peu rapide de dire regardez, le Brésil ne prend pas soin de l'Amazonie, il faut faire quelque chose. Notre président s'est positionné de ce point de vue-là. Et c'est un peu oublié rapidement que une partie de la déforestation en Amazonie sert effectivement des intérêts européens, si on peut dire, en ce sens que c'est par l'import de ces tourteaux de soja pour nourrir le bétail français notamment, ou le bétail européen. C'est pour ces raisons-là que l'on déforeste aujourd'hui. Donc on voit bien que si on essaye de faire le lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe en Amazonie, eh bien on a un rôle à jouer qui dépasse largement les frontières nationales. Ça permet aussi de comprendre que, effectivement, l'argument pour moi, l'argument de la responsabilité, dire la France n'est pas responsable, on n'est que 1%, il n'est pas juste. Par contre, ça met en avant le fait qu'il faut de la coopération au niveau international. On ne peut pas, effectivement, par contre, quand bien même la France serait, et on en est loin, vertueuse sur le plan environnemental et climatique, ça ne suffirait bien sûr pas pour répondre aux enjeux du changement climatique et des bouleversements environnementaux. Donc cette dimension systémique, elle nécessite de mettre en place une coopération internationale, et on voit bien toutes les difficultés que ça pose, puisque ça fait un moment maintenant qu'on essaye de la mettre en place et qu'on peine à vraiment parvenir à des accords contraignants. Oui, on voit bien comment est-ce que les accords de Paris, on les a fêtés il y a peu, en 5 ans déjà, et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire pour les respecter. Il y a aussi, quand on étudie toutes ces questions, un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, quand on pense aux gestes que chacun peut mettre en place, on pense au robinet, etc. Et on ne pense pas à des questions fondamentales comme celle de l'épargne. Par exemple, en fait, un des premiers leviers qu'on a, j'ai lu justement dans le manuel, que c'était notre épargne, puisque un certain nombre de flux financiers, selon qu'ils sont attribués à des choses vertueuses ou non sur le plan de cette grande transition, ont un impact considérable, beaucoup plus que notre robinet d'eau quand on se brosse les dents.
Oui, oui, ça fait partie effectivement des actions individuelles auxquelles on ne pense pas nécessairement, et dans le manuel on le met en avant. Alors c'est vrai que c'est des choses, quand on parle de finances vertes, quand on parle de comptabilité écologique, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense en premier lieu pour l'action des citoyens, et en fait c'est des actions éminemment efficaces de ce point de vue-là, de réorienter les flux financiers vers des secteurs non carbonés. Ça, c'est quelque chose d'assez déterminant, et c'est pour ça qu'on voulait le mettre en avant aussi dans le manuel. Et maintenant, pour continuer la discussion, la réponse quand même à la question. Je rappelle la question initiale qui était: quel est le point commun entre un vison, une anguille et un lecteur DVD? Alors, la proposition qui est faite était des espèces en danger ou voilà, en voie de disparition. Bien joué, effectivement. J'espère que vous l'avez trouvé également. Chez vous, c'est une forme de jeu concours où on ne gagne rien. Désolé, si ce n'est le fait d'avoir réussi. Effectivement, en fait, l'anguille et le vison font partie des espèces menacées en France, et le lecteur DVD vit, à mon avis, aussi ces dernières années. Voilà, c'était pour la boutade. Pour introduire une grande idée qui est celle de la biodiversité, parce que quand on parle de biodiversité, qui est aussi un des vrais enjeux, on entend souvent 6e extinction des espèces, etc. Mais on pense souvent à la biodiversité très loin, les ours polaires, les dauphins, les antilopes, les lions, et puis on ne pense pas du tout à la France, à notre biodiversité ordinaire. Alors qu'en est-il de la situation en France ? Effectivement, en fait, pour replacer un peu le contexte, c'est vrai que de façon générale, on a tendance à insister, parce que c'est un problème massif et dont dépend en partie aussi le problème de la biodiversité, mais on insiste beaucoup sur la question climatique de façon générale. Or, il y a un deuxième phénomène global qui est celui de l'érosion de la biodiversité. On parle souvent d'une 6e crise d'extinction de la biodiversité. Donc il faut avoir en tête ces deux grands problèmes auxquels on fait face. Et effectivement, parfois on a du mal à... c'est déjà pas simple de percevoir le changement climatique, de savoir comment on va ressentir ces transformations. On commence à le faire par les vagues de chaleur, par les sécheresses, les événements violents, les événements naturels violents. Pour la biodiversité, c'est souvent plus abstrait, parce que le concept lui-même est abstrait, plus abstrait que celui de nature même. Et alors souvent on pense à des espèces charismatiques, on pense à l'ours polaire qui sur sa banquise, qui souffre du réchauffement climatique. Or, cette érosion de biodiversité, elle concerne aussi des espèces qu'on dit plus communes, plus ordinaires, puisqu'il y a une érosion extrêmement inquiétante, par exemple des oiseaux des champs. On a constaté, si mes chiffres sont bons, à peu près un tiers, je crois, de disparition des oiseaux des champs, notamment du fait des pratiques agricoles intensives et industrielles, de l'utilisation des pesticides. Et donc il y a une préoccupation très forte qui est montée depuis maintenant un certain nombre d'années quand même, au moins une bonne vingtaine d'années, sur cette biodiversité ordinaire, qui elle aussi est en grande difficulté. J'ajoute simplement que quand on dit sur la biodiversité en France, il faut penser aussi à la biodiversité ultramarine, et qui est très très riche, et qui exactement, et qui pose, il y a des grands enjeux aussi dans ces territoires, et qui connaissent aussi des difficultés face à certaines pratiques extrêmement néfaste à la biodiversité. Face à ça, il y a tout de suite un lieu commun qui arrive, sur lequel tout le monde s'entend. On dit il faut protéger la nature. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire protéger la nature? Parce que bon, on a fait en France un certain nombre de parcs nationaux, etc. Mais voilà, il y a toujours cette grande expression qui revient, protéger la nature, sur laquelle tout le monde est d'accord. Et alors dès qu'on rentre un petit peu dans le détail du oui, alors comment, qu'est-ce que ça veut dire, du coup quelle pratique autorisée ou pas, c'est là qu'un certain nombre de débats rudes commencent. Oui, tout à fait. Alors je ne suis pas sûr en fait que tout le monde soit d'accord sur protéger la nature, je suis même plutôt sûr du contraire. C'est-à-dire que, on dit de façon très générale, pourquoi pas, et encore, en fait, on voit que plus on avance, disons, dans
dans la recherche sur ces questions et dans les discussions, dans les positionnements, et puis on se rend compte qu'il y a des accords, ce qui n'est pas forcément négatif, sur les manières de protéger la nature. Et en fait, il y a plusieurs manières de protéger la nature, et parce qu'il y a plusieurs conceptions de la nature, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Simplement, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de protéger ce type de nature et quel objectif on vise. Par exemple, tu citais les parcs nationaux, eh bien, on voit bien que l'idée là est d'essayer de protéger une forme de nature qui se définit plutôt par le fait qu'elle serait assez peu transformée par les humains, ou tout du moins, si elle l'a été, qu'elle fasse l'objet d'un peu moins de transformation que sur le reste du territoire. Donc il s'agit plutôt de protéger une nature pensée comme la part non humaine du monde, avec bien sûr tout ce que ça a pu gommer d'histoire des pratiques anciennes, parfois dans certains territoires, notamment dans les parcs américains. Donc ça, il y a toute une problématique dans l'histoire de la protection de la nature par rapport à ça, et par rapport à cette conception-là de la nature pensée comme la part non humaine du monde. Protéger la nature, ça peut être aussi essayer de mieux coopérer avec elle. Et là, on pense plutôt à des formes de nature ordinaire, la nature qu'on habite, la nature qui est proche de nous. Et là, protéger la nature, ce n'est pas la protéger à l'écart, à distance des humains, mais c'est mieux agir avec elle, essayer de trouver des façons d'en faire usage de manière plus respectueuse et disons de coopérer, cohabiter des espaces avec cette nature. Donc il y a une diversité de façons de penser cette protection de la nature, et qui est directement liée au fait que la nature est un terme polysémique, compliqué, et que tout le monde ne partage pas la même définition de la nature. En fait, j'ai l'impression que pour de plus en plus de gens en France, la nature devient une sorte de décor qu'on connaît assez peu, dont on s'accommode, mais bon, dont finalement on s'en fiche un peu, on va dire. En fait, c'est comme si on avait perdu une forme de lien et de compréhension plus intime, plus forte sur à quel point est-ce que le destin de l'espèce humaine et puis de nous en tant qu'êtres vivants était lié à ces espèces dont on parle, les oiseaux, les vers de terre, etc. Pourquoi est-ce qu'au fil du temps, on a perdu ce lien? Quels sont les facteurs à la fois historiques et philosophiques qui permettent de comprendre ça? Alors, sur le plan philosophique, hein, on a beaucoup mis en avant l'idée que la modernité scientifique et philosophique serait marquée par l'apparition d'une pensée dualiste. De façon générale, se met en place à ce moment dans l'histoire une pensée dualiste qui sépare les humains de la nature. Alors il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'en réalité c'est parler de la modernité de façon générale, or il faudrait plutôt parler de modernité au pluriel. Et puis il y a des penseurs très différents, il y a des penseurs qui continuent à penser une forme de spontanéité, d'autonomie de la nature, on peut penser à Spinoza par exemple, et donc c'est trop réducteur, mais ça permet quand même d'avoir, disons, de tracer une grande ligne qui consiste à souligner le fait que c'est vrai que dans cette philosophie moderne, en particulier dans la philosophie morale moderne, c'est ce que vont souligner des auteurs à la fin du XXe siècle qui vont développer les éthiques environnementales, on a eu tendance à considérer que seuls les humains avaient une valeur intrinsèque, avaient une valeur morale, et qu'au fond, nous n'avions d'obligation morale qu'à l'égard d'autres êtres humains. Et donc toute cette pensée a conduit à mettre à distance le vivant non humain et la nature définie comme ce qui était non humain. Oui, en fait, la nature a été longtemps pensée comme quelque chose, si je comprends bien, d'extérieur à nous. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait les hommes qui vivraient, et puis de l'autre, une forme de chose appelée nature. La nature a été de ce point de vue-là mise à distance, comme étant cette part d'extériorité que l'on peut aller visiter, et c'est toute la thématique romantique d'aller à la rencontre de la nature sauvage, de faire l'expérience de cette nature sauvage, et ça a beaucoup inspiré les politiques de protection de la nature dans un premier temps de leur histoire, notamment les politiques de protection de la nature américaines. Et toute l'histoire de la création des parcs aux États-Unis est très marquée par l'idée de wilderness, l'idée de nature sauvage préservée des humains, fantasmée comme étant originelle, alors qu'elle ne l'était pas. C'est une façon de considérer que la nature, c'est la part non humaine du monde, donc c'est ce qui ne dépend pas des humains, ce qui n'a pas été transformé par les humains,
Et autrement dit, ça conduit à penser que faire l'expérience de la nature, c'est aller au-delà du monde humain, dans les espaces encore préservés. Et donc, de cette idée-là découle le fait que l'on pense que l'objectif de la protection de la nature, l'objectif des politiques de protection de la nature, c'est de préserver ce qu'il reste sur Terre d'espaces encore préservés. Mais ça a pu conduire, historiquement, à délaisser des espaces de nature plus ordinaires. Les espaces qui, eux, étaient soumis à l'exploitation parfois la plus brutale mise en œuvre par les activités humaines. D'où cette nécessité, non pas de délaisser les espaces qui sont encore préservés sur cette planète, et il y en a encore, mais de rééquilibrer pour avoir un souci pour ces espaces de nature sauvage, mais aussi pour les espaces que l'on habite. Oui, parce qu'on arrive à une situation où il nous faut une pandémie mondiale pour que la majorité des citoyens, particulièrement les urbains, se rendent compte qu'ils ont un besoin viscéral, physique, existentiel de nature. Oui, la pandémie a révélé beaucoup de choses au fond par rapport à nos rapports à la nature, à la diversité de nos rapports à la nature, parce qu'il y a une grande diversité selon qu'on est citadin d'une grande ville ou dans une zone rurale. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a pu voir d'une part que parmi disons, les causes de souffrance du fait de ce confinement, il y avait l'impossibilité d'accéder à la nature. Et ça, quelles que soient les situations, le fait qu'on ait fermé les jardins, les parcs, l'accès aux forêts, l'accès aux plages, ça a été quelque chose qui a été très mal vécu. Et puis par ailleurs, il y a eu une série de réflexions sur notre rapport à la nature sauvage. Notre rapport et pas nécessairement que des choses très positives par rapport à ça. On a vu se réactiver la peur du sauvage. La peur de ces espèces sauvages qui viendraient nous contaminer et qui seraient à l'origine de cette pandémie. Et donc on voit bien que dans cette période de crise, on est conduit à reposer la question de notre place au milieu du vivant, de nos façons de cohabiter avec ce vivant. Et c'est un moment important de ce point de vue-là parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à cette situation. Et on pourrait envisager des façons qui consisteraient à se défendre encore plus, à essayer de limiter le plus possible les contacts avec le vivant, alors que c'est impossible, puisque le vivant, il est parmi nous, le vivant, il est en nous d'ailleurs, hein, nous sommes des écosystèmes. Donc cette idée qu'il faudrait se défendre contre la nature est parfaitement absurde. Oui, l'idée, si je comprends bien, c'est vraiment d'envisager une nouvelle cohabitation avec les êtres vivants de manière générale, les animaux, les arbres, les plantes, qui sont les conditions de notre existence. Oui, on peut le décrire comme ça, une meilleure façon de cohabiter, une meilleure façon de coopérer. Et je dirais que ça c'est vrai pour une partie, c'est-à-dire pour une partie de nos rapports au vivant et à la nature, disons, une meilleure façon de coopérer avec les vivants qui coopèrent, qui sont capables de coopérer avec nous. Je dis ça pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec la volonté de laisser par ailleurs des espaces que l'on peut dire en libre évolution ou des espaces un peu préservés qui permettent aux espèces qui, elles, cohabitent moins bien avec les humains, mais elles aussi, de trouver une place sur la planète et de continuer à se déployer. Et donc ces deux objectifs, ils ne sont pas tout à fait identiques. Ce n'est pas la même chose de vouloir cohabiter, de vouloir interagir, mieux coopérer, ou de laisser un peu plus d'autonomie à la nature. Mais les deux objectifs, à mon avis, doivent être tenus. Oui, et puis il y a toute une tradition qui développe en fait une nouvelle éthique, enfin de nouveaux questionnements sur comment est-ce qu'on doit se comporter avec les non-humains, là où l'éthique traditionnelle était voilà, comment se comporter entre humains, et c'est déjà pas facile. Et puis là, il y a effectivement toute cette interrogation de comment se comporter aussi avec voilà, les non-humains, les plantes, les arbres, l'océan, l'ensemble des poissons et des animaux. C'est tout l'objectif, disons tout l'axe de recherche ouvert par les éthiques environnementales qui se pose cette question de penser les relations entre humains et non-humains sous un angle éthique, c'est-à-dire qui consiste à souligner le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on s'est focalisé pendant très longtemps sur les seules relations interhumaines,
en laissant de côté nos relations à la nature ou aux vivants non humains. Une fois qu'on s'est fixé cet objectif d'ouvrir la réflexion éthique au monde non humain, eh bien, on pose évidemment beaucoup de problèmes. Comment hiérarchiser nos obligations à l'égard des humains, à l'égard des non-humains, de quelle façon on organise cet ensemble de valeurs. Il y a plusieurs propositions hein, dans ce courant philosophique et il y a notamment un des courants qui me semble particulièrement intéressant parce qu'il permet de souligner le fait qu'il ne s'agit pas d'opposer le respect de la nature ou le respect des droits de l'homme ou les obligations à l'égard de la nature ou à l'égard des humains, mais plutôt de penser ça sous l'angle du fait que l'on forme une communauté humaine et non humaine. On forme une communauté mixte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la communauté des humains et puis soit la nature pensée comme cadre ou comme support. Non, on fait société avec des non-humains. À partir du moment où on pense ça, ben, la conception que je décrivais, que j'évoquais, c'est ce qu'on appelle l'écocentrisme, c'est-à-dire d'inscrire la réflexion éthique au sein d'une communauté humaine et non humaine. Et donc on définit certaines obligations éthiques du point de vue de ce qui favorise le bien de cette communauté. Et de ce point de vue-là, ça permet de sortir de cette opposition entre humain et non-humain, ça permet de sortir de cette idée que l'écologie serait une pensée anti-humaniste contre les humains. Non, il s'agit d'essayer de penser une coopération qui favorise le bien de cette communauté, qu'on peut définir comme un bien commun qui inclut les non-humains, au fond, tout simplement. Alors il y a des espaces justement que tu as étudiés, des espaces qui sont un peu aux interstices, comme par exemple les friches, les garrigues, etc. et qui sont des espaces où on voit bien que la tentation a toujours été de les contrôler, de voir absolument contrôler ces espaces-là, voire de les éradiquer. Et là, toute une tradition dit mais laissons justement des espaces pour qu'une biodiversité puisse se faire là-bas, etc. Comment est-ce que se joue justement dans ces espaces-là, qu'on néglige, les bords de route, les talus, etc., cette lutte-là? Oui, je me suis effectivement intéressé aux friches, en fait définies de façon très large comme l'ensemble de ces espaces incertains qui se définissent d'une certaine façon parce qu'ils résistent au dualisme qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des espaces naturels pris dans le cadre de la modernité, ils sont insuffisamment naturels parce que déjà trop transformés. Mais ce ne sont pas non plus des espaces humains parce qu'ils sont insuffisamment travaillés, ils sont jugés improductifs, inutiles. Et ça, je m'y suis intéressé parce que dès, disons, la fin du XVIIIe siècle, un moment où il y a la pensée des agronomes, la pensée des physiocrates qui insistent sur la nécessité de rendre la terre le plus productive possible. Et à ce moment-là, on voit un discours très critique sur ces espaces inutiles, sur ces friches, sur ces terres qui marquent au fond un peu l'indolence du paysan, la paresse du paysan qui ne la travaille pas suffisamment. Et cette pensée-là, elle va nous suivre, elle nous suit et elle continue à nous habiter encore aujourd'hui sur cette idée que les espaces incertains, les espaces troubles, qu'on juge sales, c'est une esthétique du propre qui considère que c'est trop désordonné. Et donc il y a cet écho entre le désordre de la nature, le désordre social, c'est aussi des espaces où on se dit oh, il se passe des choses louches du point de vue social. Il y a beaucoup de travaux de sociologues sur cette façon de considérer les espaces incertains. Et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est de voir apparaître, disons, dans le dernier quart du XXe siècle, une volonté de revaloriser ces espaces, de s'intéresser à ces espaces en tant que tels et non pas pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire parce qu'ils ne sont pas de la nature ou pas de la ville ou même pas de la campagne. Eh bien, ces espaces, ils sont intéressants parce que justement, ils échappent au dualisme. Ce sont des espaces, alors là il y a tout le travail de Gilles Clément qui a beaucoup contribué parmi les premiers. Oui, Gilles Clément qui est un jardinier, penseur, qui a beaucoup travaillé sur les jardins. Qui a beaucoup travaillé sur les jardins et qui a souligné l'intérêt qu'avaient ces espaces à la fois sur un plan écologique et sur un plan esthétique. Et c'était tout l'intérêt de son travail de lier la dimension écologique, le fait que ces espaces constituent en quelque sorte des refuges pour la biodiversité. Mais aussi qu'il y a une esthétique de la friche et que
au fond, cette esthétique de la friche, lorsqu'on commence à changer de regard sur ces espaces, eh bien, c'est très lié à une éthique, c'est-à-dire à une façon de se positionner par rapport à la nature. Et qu'on peut apprendre beaucoup dans cette conversion du regard, on peut apprendre beaucoup dans les façons de se situer par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une position d'extériorité radicale, on n'est plus dans une position de domination, parce que cela reste des espaces incertains si on refuse d'intervenir trop fortement. Mais on ne s'interdit pas complètement non plus d'intervenir légèrement. Et c'est toute la thématique du jardin en mouvement aussi qu'avait mis en œuvre Gilles Clément et qui me semblait, de ce point de vue-là, extrêmement forte pour repenser notre rapport à la nature. Oui, changer de regard, en somme, c'est changer le regard quotidien, si je comprends bien, qu'on peut avoir sur son jardin, son jardinet, la petite cour ou même l'arbre qui pousse en bas de chez soi et tout d'un coup les voir comme des êtres vivants, fragiles, qui dépendent de nous, mais nous aussi on dépend d'eux. Alors c'est exactement ça et en fait c'est vraiment l'idée que, et c'est le thème de l'ordinaire, c'est l'idée que l'ordinaire c'est souvent l'invisible parce que trop proche, où on ne fait plus attention au fond à ce qui est trop proche de nous. Et le travail sur le tiers paysage, sur les tiers lieux, c'est un peu une façon de se dire mais regardons autour de nous, regardons proche de nous. Il y a de la nature, il y a des plantes, qui sont parfaitement méprisées, qui font très souvent l'objet de pratiques qui les éradiquent tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si ces plantes sont là, c'est parce que personne n'a eu le temps de s'en occuper, mais dès que quelqu'un trouve le temps de s'en occuper, il vient pour les couper, les nettoyer, qu'on pense à nos trottoirs. Hein. Les trottoirs qui, encore autre conséquence du confinement, on a pu voir des trottoirs tout petit peu plus verts pendant un certain temps, avec ce qu'on appelle des mauvaises herbes qui apparaissaient. Bon, on peut considérer, et on entend quand on reste dans cette esthétique du propre, que voilà, c'est le témoignage du laisser-aller dans la ville. On peut en profiter pour porter un regard différent sur cette nature. Et là, je pense à ce qui était une forme de pratique artistique hein, de ce botaniste à Toulouse, je ne sais pas si tu avais vu, qui était Boris Pressec, qui avait pris pour habitude il entourait à la craie les espèces sur les trottoirs en donnant leur nom latin. Et donc pour attirer l'attention sur les espèces qui vivent, qui poussent sur les trottoirs. Et c'est ce type d'initiative, il me semble qu'il y a une dimension transformatrice assez forte par la façon que tout d'un coup on s'arrête et on change de regard sur ces espèces, sur ces plantes. Ça peut être aussi sur les animaux qui vivent en ville. Et donc c'est une expérience de nature qui n'est pas la même que celle, par exemple, quand on va faire l'expérience d'une nature sauvage, un peu solitaire, mais qui peut avoir une portée éthique assez intéressante à mon sens. Oui, si je comprends bien, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes qu'on ne connaît pas assez. Oui, on peut le dire comme ça. Après il faut alors, il n'y a pas de mauvaises herbes, ça je suis entièrement d'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut de la libre évolution partout et tout laisser pousser partout. Mais par contre, basculer d'une attitude qui consiste à dire « je ne connais pas, bon, dans le doute, j'arrache », à je ne connais pas, j'essaye de connaître et puis voyons comment on peut cohabiter. Et ça, ce changement d'attitude, eh bien, on est encore très très loin de l'avoir adopté. Dans notre rapport à la nature, il y a quand même profondément encore un rapport de domination qui consiste à vouloir couper tout ce qui dépasse. Alors là, on pourrait sans doute remonter aussi à l'histoire un peu du jardin à la française, de ces manières de jardiner, remises en cause aussi par Gilles Clément dans ce jardin en mouvement. Mais ce rapport aux friches, il est en train de se modifier, mais encore, ce sont des espaces très largement disqualifiés. Et on enchaîne, Rémi, pour la dernière partie de cette émission. Quand même, j'avais promis que tu nous donnerais également des pistes d'action concrètes pour que chacun et chacune puisse demain, dans les semaines qui viennent, dans les mois à venir, concrètement changer son rapport
aux différentes formes qu'on appelle la nature. Voilà. Alors qu'est-ce que toi tu proposes, toi qui as beaucoup étudié ces questions-là? Alors, je dirais qu'une première façon de répondre, c'est d'essayer de lier les deux sujets qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, d'un côté, cette grande transition, ce phénomène global et avec des tendances très très lourdes, et puis cette éthique de l'attention. Si on ne fait pas le lien entre les deux, ce n'est pas simplement en changeant de regard sur la nature ordinaire qu'on va pouvoir répondre à cet enjeu global. Cela dit, c'est une façon de se mettre en mouvement qui commence par son quotidien, qui commence par l'espace que l'on habite, mais qui peut susciter une envie de comprendre, une envie de s'informer, une envie de se former. Et c'est là où cette motivation qui naît de... En fait, on se pose la question de savoir mais à quoi l'on tient? Qu'est-ce qui, dans mon environnement proche, à quoi je tiens particulièrement? Et essayer de comprendre pourquoi les bouleversements en cours menacent ce à quoi l'on tient. Et là, dès lors qu'on entre dans cette démarche, on a envie de s'informer. Et de ce point de vue-là, par exemple, donc ce manuel de la grande transition qui a été écrit avec 80 enseignants-chercheurs de toutes disciplines, c'est à ça qu'essaye de répondre ce manuel. C'est-à-dire proposer un éclairage sur les grands enjeux de la transition et sur la façon dont on peut partir du local pour remonter jusqu'au global, dont on peut partir d'un point de vue spécifique sur un secteur d'activité humaine et comprendre qu'il est lié avec les autres et avec nos modes de vie. Et là, on revient du coup sur des transformations potentiellement individuelles. Ça peut être lié à nos façons de consommer, à nos façons de nous alimenter, de nous vêtir, de nous déplacer. Et tout ça, ça permet de se mettre en mouvement en ayant bien conscience à chaque fois des ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on ne change pas le monde par une action individuelle, mais on se met dans un processus et en ayant conscience des échelles de grandeur. Se mettre dans un processus, en fait, si je comprends bien, se mettre en mouvement, c'est se rapprocher des autres humains qui sont dans ces mêmes problématiques, mais aussi des autres, des arbres, des plantes. En fait, c'est ce rapprochement, ces nouveaux collectifs-là qui nous permettront d'avancer vers des solutions? Oui, je le pense en tout cas, et de ce point de vue-là, pour continuer par rapport à cette idée, ce qui me semble parmi les actions très concrètes et qui sont en train d'être portées, notamment par le campus de la transition. Alors, qu'est-ce que c'est que ce campus de la transition qui a donc permis à cet ouvrage de paraître et puis de regrouper des chercheurs de disciplines extrêmement différentes? Alors, le campus de la transition, c'est une petite institution, disons, hors universitaire, et qui veut se positionner entre les différents établissements de l'enseignement supérieur pour accélérer la transition et pour surtout accélérer la transformation de la formation des enseignements délivrés sur ces questions-là. Il a été créé par Cécile Renoir, qui est une philosophe qui travaille aussi sur tous ces enjeux de transition écologique et sociale. Il a pris naissance dans un écolieu dans le 77 à Forges. Et donc il propose un certain nombre de formations, aussi bien pour les étudiants, mais aussi des formations professionnelles, destinées à ceux qui justement cherchent à comprendre pour se mettre, comprendre pour agir. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'un collectif, le campus a dirigé ce collectif de 80 enseignants-chercheurs pour écrire le manuel de la grande transition, pour, disons, construire un manuel, un socle commun qui permette de construire des formations pour l'ensemble des étudiants du supérieur. Puisque, au fond, alors, parmi les premières actions, première mesure que je mettrai en avant, c'est l'idée, encore une fois, que toutes les universités, toutes les grandes écoles mettent dans leur programme, et si possible dans la première année après le bac, une formation transversale sur les enjeux de transition écologique et sociale. C'est en train d'être fait, il y a beaucoup d'établissements qui bougent, notamment qui sollicitent le campus de la transition pour réformer leurs enseignements. C'est quelque chose de très positif parce que ça doit toucher l'ensemble des étudiants. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, toujours sur ces questions de formation, c'est de former les professionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de former les étudiants parce qu'il y a une urgence à agir. Et donc, si on pouvait, disons, proposer une action à des personnes qui sont déjà dans le monde du travail, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent, eh bien, c'est de se former, de solliciter leur employeur pour avoir des formations, ou s'ils sont employeurs, de proposer ces formations sur des questions d'écologie et sur des questions de transition écologique et sociale, pour acquérir éventuellement de nouvelles compétences, pour réorienter certains métiers vers des métiers dits verts, entre guillemets, mais enfin des métiers qui sont compatibles avec les limites planétaires. Et donc, il y a un enjeu de formation énorme et chacun, quelle que soit sa profession, peut être concerné et peut décider de suivre une formation de ce type. Et ça me semble un enjeu et une action très forte pour commencer. Oui, un enjeu de formation d'autant plus important qu'on voit que beaucoup de gens commencent à être de plus en plus au courant des enjeux, etc. Mais qu'il y a aussi, il faut bien le dire, ce qu'on a appelé un greenwashing de beaucoup d'institutions, d'entreprises, etc. Et là, pour décrypter ça, pour comprendre ce qui relève de vrais gestes importants et puis ce qui relève de camouflage, on va dire, eh ben, il faut justement être formé. Et on voit bien que ces enjeux sont complexes et peuvent être appréhendés par chacun, mais ça suppose d'y consacrer du temps et de l'énergie. C'est tout l'enjeu et c'est ce à quoi essaye de répondre une organisation comme le Campus de la Transition, parmi d'autres. On peut citer le Shift Project aussi. Il y a un certain nombre d'associations comme ça qui œuvrent en direction de cette transformation. Et en fait, l'enjeu, c'est d'avoir une solidité scientifique du point de vue du diagnostic, c'est-à-dire voilà, il faut prendre connaissance d'un certain nombre de savoirs sur les bouleversements environnementaux, sur le changement climatique, sur la biodiversité, mais aussi des enjeux économiques. Enfin, il faut pouvoir comprendre tous ces éléments-là, et ça, c'est crucial d'avoir des références solides. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande interview avec Rémi Baud, l'interview, désolé, sans effets spéciaux ou course-poursuite. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, une interview à partager avec votre famille, vos amis, avec aussi tous ceux qui pensent que les écolos sont des emmerdeurs, parce que si on ne s'adresse qu'aux gens qui sont déjà convaincus, eh bien on avancera un peu moins. Voilà, et puis vous connaissez la règle sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, poster tous vos commentaires, les réflexions, les émotions qu'ont pu susciter cette interview. Ça peut aider d'abord à améliorer la chaîne et puis aussi à tous ceux qui regardent les commentaires plus que les vidéos parfois. Non, plus sérieusement, ça permet de partager aussi les uns et les autres et d'avancer ensemble sur ces questions. Merci beaucoup et à la prochaine.